Voici un scénario hypothétique amusant. Disons que tu te réveilles dans une pièce vide et une voix se fait entendre. Hi there. You on the table? I wonder if you'd mind taking a brief survey. Ce ne sont que quelques questions simples et personnelles, ça semble assez facile, Great, off we go. mais le problème, c'est que peu importe à quel point tu essaies, tu n'arrives pas à répondre à une seule d'entre elles. I don't know. Néanmoins, tu peux toujours nommer des endroits, Please name any U.S. state or territory. I don't know. Delaware. mais tu ne te souviens pas de celui où tu as grandi, ni de celui où tu vis actuellement. Wait, Which state or territory, please? I don't know. Tu as toujours accès à la logique, tu peux encore raisonner, What is Mr. Egan's favorite breakfast? That one makes no sense. Right? donc clairement ton cerveau ne semble pas totalement cassé, et pourtant, tu ne te souviens pas à quoi ressemblent tes parents. Tu ne te souviens de rien à propos de toi-même, même pas de ton propre nom. Et maintenant, la grande question, Who are you? c'est le début de la série Severance. Une série où on va suivre une équipe d'employés de bureau qui font un travail dont on n'a absolument aucune idée, qui sont dans une société mystérieuse du nom de Lumon, une méga corporation, et il est important de le préciser, dont les souvenirs ont été chirurgicalement divisés entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. En d'autres termes, lorsqu'ils sont au travail, ils ne se souviennent de rien de leur vie à l'extérieur. Et lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils ne se souviennent de rien de ce qu'ils ont fait là-bas. Littéralement, ils vont au travail le matin, rentrent dans un ascenseur, et l'instant d'après, ils ont fini et rentrent à la maison. Si tu n'as pas encore vu la série, ne t'inquiète pas, je ne vais rien spoiler d'important, parce que même sans entrer dans l'intrigue, ce simple postulat de départ soulève déjà des questions plutôt intéressantes. Par exemple, séparer ton cerveau entre le travail et la vie personnelle pourrait sembler séduisant sur le papier. Après tout, si tu ne te souviens pas d'être allé au travail, c'est comme si tu n'y étais jamais allé. Mais un problème éthique se pose dès l'instant où tu réalises ce que cela signifie pour la version de toi qui travaille, qui est la version que la série appelle l'INI, et qui est totalement coupée de son opposé, qui lui vit à l'extérieur, l'AOT. Parce que lorsque tu quittes le bureau, cela ne signifie pas que ton INI cesse d'exister. Enfin, pour toi, oui, mais pour ton INI, l'instant où il sort du bureau est immédiatement suivi par un retour au bureau. So it's tomorrow now? Yeah. Well, it's Monday. A weekend just happened. Yeah. I don't even feel like I left. Donc oui, tu t'en doutes, les INIs ne dorment pas, ils ne sortent pas, et ils ne pratiquent aucune forme de loisir classique. Ils n'existent tout simplement pas en dehors du travail. Alors, en réalité, cette version de toi est tout simplement piégée. Et j'utilise le terme piégé parce que je pars du principe que je n'aimerais pas vivre comme ça, et sûrement toi non plus. Et donc, comme tu peux le voir, le simple postulat de la série ouvre la porte à des problèmes philosophiques et éthiques majeurs. Il soulève des questions sur notre rapport au travail, mais aussi sur des enjeux sociopolitiques et culturels. Néanmoins, dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est l'identité des INIs. Et surtout, ce que ça peut soulever comme autre question derrière, avec notamment la principale, qui serions-nous sans nos souvenirs ? Parce qu'après tout, on n'a sûrement rien de plus précieux que la mémoire. Et c'est même le pilier de notre identité, non ? Sans mémoire, pas de nostalgie ou de longues discussions entre amis à se rappeler les bêtises faites à l'école. Ou, plus simplement, pas de souvenir de notre éducation et donc de notre façon de nous comporter. En tout cas, ça semble logique. On se définit majoritairement au quotidien par nos expériences, notre histoire et potentiellement par les gens que nous avons rencontrés et qui nous ont modelés. Et je pourrais aussi dériver sur tout ce qui est nos croyances, nos peurs, nos désirs, nos espoirs, nos rêves, bref. Et pourtant, bien que ça semble logique, quand on regarde les INIs, des individus qui sont donc privés de leurs souvenirs, il est clair qu'il reste encore quelque chose. Ces gens ont toujours des personnalités distinctes et surtout, ils sont toujours quelqu'un. Alors, d'autres questions se posent. Comment fonctionne réellement notre mémoire ? Comment est-elle liée à notre identité ? Bref, y a-t-il une identité sans mémoire ? Mais pour parler de ça, on va d'abord s'imaginer un bateau. Et ça va faire sens, ne t'en fais pas. Vois-tu, ce bateau a navigué en mer pendant des années, et aujourd'hui avec le temps, les planches pourrissent, les voiles se déchirent, le mât s'affaiblit, alors morceau par morceau, forcément on va le réparer. Chaque partie usée est remplacée par une nouvelle, puis au fur et à mesure,
il ne reste plus qu'un seul élément d'origine du navire, voire même aucun. Et c'est là que la question se pose, est-ce toujours le même navire ? Voici le paradoxe du bateau de Thésée, une énigme philosophique qui a été introduite dans l'Antiquité grecque par Plutarque dans son livre Vie parallèle au 1er siècle après Jésus-Christ. Cependant, il est possible que le mythe ait des origines plus anciennes. Et alors, concernant les réponses qui font encore débat aujourd'hui, certains disent oui, car son essence, sa fonction et son nom restent inchangés, puis d'autres disent non, parce que si aucun des matériaux d'origine ne subsiste, comment pourrait-il être le même ? Et finalement, même en tant que lambda avec une opinion penchant d'un côté ou de l'autre, on peut totalement aller confronter l'avis opposé et se dire « oui, c'est assez logique, personne ne semble avoir complètement tort ». Et maintenant, fais un truc simple, remplace le navire par toi-même, pas littéralement bien sûr. Tu dois être au courant que toutes les cellules de ton corps se renouvellent constamment, ta pensée évolue, tes expériences te façonnent et certaines vont effacer des parties de toi, tandis que d'autres vont en reconstruire. Alors plus concrètement, si la personne que tu étais il y a 10 ans n'a plus grand chose à voir avec celle que tu es aujourd'hui, es-tu toujours le même individu ? Eh bien, Severance pousse cette idée à l'extrême en se demandant que se passe-t-il quand l'identité ne change pas seulement avec le temps, mais qu'elle est du coup délibérément scindée en deux, quand tes souvenirs sont coupés, créant deux versions de toi, chacune totalement ignorante de ce qui se passe dans l'existence de l'autre. Ce qui nous ramène à la vraie question que j'ai posée avant, si la mémoire est l'empreinte de l'identité, que se passe-t-il quand elle disparaît ? Parce qu'un navire, ce n'est que du bois et des clous, mais toi, tu es à la fois tes expériences, ton passé et surtout tes choix. En tout cas, est-ce vraiment le cas ? Et ça, c'est intéressant et on y reviendra plutôt à la fin. Mais bon, ça fait énormément de questions posées, je te l'accorde, ce serait d'ailleurs marrant que je ne fasse que ça pendant 15 minutes. Mais en vrai, passons maintenant aux pistes de réflexion et réponses. Alors déjà, sans nos souvenirs, on pourrait penser qu'on serait complètement vide, comme une page blanche. Mais ce n'est absolument pas ce qui va se passer. Tu as des aspects de toi-même qui n'ont rien à voir avec ta mémoire et qui existent indépendamment, comme ta manière de réagir au stress, tes instincts, ta capacité à reconnaître des visages. Tous ces éléments ne viennent pas de tes expériences personnelles, ils sont ancrés en toi comme une fondation dont tu ne réalises même pas l'existence. C'est le cœur du débat de l'inné contre l'acquis, et c'est là que Severance commence à amener des pistes de réflexion. Les innies naissent pleinement formés, parce que oui, la scène du début de la vidéo et donc de l'épisode 1 est clairement une naissance, non pas au sens biologique évidemment, mais au sens existentiel. C'est une conscience qui émerge sans passé, sans souvenir et sans attache, mais pourtant ils ont tous des points communs. Ils ressentent, ils réagissent, et ils ont des instincts et une personnalité qui semblent surgir de nulle part. Ellie se rebelle instinctivement, ou encore Mark accepte le système sans même savoir pourquoi. Parce que tout ne vient pas de l'expérience. Il y a quelque chose d'inné dans leur façon d'être, une base préexistante sur laquelle leur personnalité est construite, même en l'absence de souvenirs. C'est ce qu'on observe aussi dans le monde réel. Certains traits de caractère semblent être inscrits en nous dès la naissance, et des études en psychologie montrent que les bébés ont des tempéraments distincts bien avant d'avoir vécu quoi que ce soit. Certains sont plus calmes, d'autres plus anxieux, certains curieux, d'autres prudents. Personnellement, j'étais gourmand. Et dans Severance, ça se vérifie. Même sans mémoire, les innies ne sont pas interchangeables. Il a d'ailleurs été expliqué dans une interview que Mark était un inni important et unique, ce qui explique l'obsession et le dévouement de Lumon à son égard. Mais tu t'en doutes, l'inné n'explique pas tout sur tout, et au fil du temps, ces innies évoluent. Ils changent et tissent des relations, ils vont développer de nouvelles peurs et de nouveaux désirs, et donc, leur vécu dans l'entreprise va les transformer. Dylan, qui ne semblait motivé que par les récompenses avec notamment son piège à doigts, découvre quelque chose qui lui importe bien plus, au point de changer radicalement. D'ailleurs, petite pause, tu savais que pour réussir un piège à doigts, il ne faut pas tirer des deux côtés, mais au contraire rapprocher les deux doigts, comme s'il était préférable de pencher vers la réintégration plutôt que la séparation? Enfin bref. On a aussi Irving, qui est d'habitude le plus enclin à suivre les règles aveuglément, et qui pourtant va finir par les remettre en question pour des raisons très personnelles. Et qu'est-ce que tout ça nous dit ? Eh bien que l'inné définit un point de départ, une base, une tendance, c'est un peu la couverture de ton livre. Mais l'acquis, donc l'expérience, écrit le reste de l'histoire. En gros, on n'est pas que l'inné et on n'est pas que l'acquis, car les deux ont une interaction constructive, contribuant chacun à la psychologie de la même manière que la longueur et la largeur contribuent chacun à la surface d'un rectangle. Et d'un autre point de vue, c'est peut-être ça
la vraie horreur de Severance. Les Innis sont privés de leur passé, ok, mais pas de leur futur. Ils existent, ils vivent et ils changent. Car si l'identité est un je ne sais quoi que nous construisons au fil du temps, rempli d'innés et d'acquis, morceau par morceau, alors la mémoire en est le plan. Et les plans peuvent toujours être modifiés. Et je dis les plans parce que tout simplement, il s'avère que la mémoire n'est pas une entité unique. C'est un système, un réseau complexe composé de différentes couches, chacune façonnant une part distincte de ce que nous sommes. D'abord, il y a la mémoire épisodique, c'est celle qui te ressemble le plus. C'est littéralement ta vie, ou plus exactement, la bibliothèque de chaque moment qui a façonné ta vie. Que ce soit tes vacances avec tes parents, ta première rupture, ta première dispute, ou le moment que tu passes devant cette vidéo. Tout ça, c'est les souvenirs qui composent ton histoire. Et dans Severance, c'est de cette mémoire dont les Innis ont été privés. En tout cas, concernant la mémoire de leur Aouti, étant donné qu'ils construisent la leur désormais. So you don't know. Yeah, that's the idea. Like, you could have a girlfriend at Lumen and not know it. And if you met someone out here, you wouldn't know it in there. Et plus ils avancent et fabriquent leur expérience en ajoutant des livres à leur bibliothèque, et plus ils deviennent des êtres réellement à part de qui ils sont en dehors. Mais bien sûr, la mémoire ne se limite pas au passé, vu qu'on possède aussi la mémoire sémantique qu'on pourrait considérer comme notre guide officiel. Ou encore, nos archives. C'est là que sont stockées les connaissances, les faits, et le plus important, le langage. Tu sais ce qu'est un océan même si tu n'en as jamais vu. Tu connais la capitale de ton pays même si tu n'y es jamais allé. Et si la mémoire épisodique est ton histoire personnelle, alors la mémoire sémantique est le savoir qui existe au-delà de l'expérience. C'est pour ça que dans la série, certaines personnes jurent au nom de Jésus sans même en avoir entendu parler, Jesus. ou que Ellie au début ne sait pas qui elle est, mais pourtant peut placer un État des États-Unis et y répondre avec un peu de dédain, comme si c'était une question auquel seul un idiot n'aurait pas la réponse. Delaware. Sans cette mémoire, les Innis ne pourraient tout simplement pas lire, pas communiquer, ou faire les choses qui nous paraissent le plus basiques, encore plus pour des employés. Ce qui explique donc que la chirurgie de dissociation dont ils ont été victimes a bien fait le travail de laisser cette partie-là de leur mémoire intacte. Et puis, on peut finir sur la mémoire implicite, qui est celle dont tu n'as même pas conscience. C'est la pièce qui s'occupe de faire fonctionner tout le reste. C'est les habitudes que tu as développées, la manière dont tes mains savent nouer un lacet sans réfléchir, la façon dont tu bois de l'eau, ou encore même comment tu tapes sur ton clavier d'ordinateur sans même regarder les touches. La mémoire implicite, c'est ta fondation invisible. Et à nouveau, les Innis l'ont, évidemment. Dylan sait comment utiliser un piège à doigts, il sait comment découper des gaufres pour les manger avec des couverts, ou comment utiliser un distributeur automatique. Bref, les Innis sont donc bien plus que ce que leur mémoire se rappelle consciemment, ils sont avant tout ceux qui persistent sous la surface, avant de devenir leur propre personne, à part de leur Aouti. Et donc, si demain tu te réveillais dans une pièce vide, sans nom, sans passé, sans souvenir, mais que tu parlais toujours et que tu comprenais toujours le monde qui t'entoure, on pourrait se dire que même sans histoire, tu es présent. Car même s'ils développent leur vie à part, comme on l'a vu, la base de leur personnalité était déjà présente dès leur réveil. Et donc, si l'identité peut exister sans mémoire, alors qu'est-ce que réellement l'identité ? Et bien sûr, on a vu que c'était sûrement un mélange d'inné et d'acquis, mais qu'en est-il avec les souvenirs ? Pour creuser ce sujet, allons un peu plus loin et regardons dans notre propre réalité, avec notamment le cas du patient HM, pseudonyme d'Henri-Gustave Molaison, l'un des cas neurologiques les plus célèbres de l'histoire, où après une opération visant à traiter son épilepsie, il a perdu la capacité de former de nouveaux souvenirs, ce qu'on appelle une amnésie antérograde, et globalement, il vivait chaque moment comme quelque chose de nouveau pour lui. Chaque interaction se déroulait dans son esprit pour la première fois, comme s'il vivait dans un présent perpétuel. Et pourtant, sa personnalité, elle, est restée inchangée. Il conservait les mêmes habitudes, les mêmes réactions émotionnelles et les mêmes préférences. Son corps savait encore faire des choses que son esprit avait pourtant oubliées. Ou si on se penche sur des cas d'amnésie rétrograde, c'est-à-dire l'opposé, des personnes ayant perdu toute mémoire de leur passé, elles oublient leur enfance, leurs relations, leurs accomplissements, mais leur personnalité profonde demeure. Une personne naturellement bienveillante ne devient pas soudainement cruelle et une personne anxieuse ne devient pas miraculeusement intrépide. Et si les souvenirs peuvent disparaître mais que l'identité persiste, alors l'identité doit être quelque chose de plus profond qu'un simple
assemblage de souvenirs. Enfin, je dis ça, mais globalement, j'en sais rien. Peut-être que notre identité est stockée ailleurs, quelque part au-delà de la mémoire consciente. Quand on regarde à nouveau le cas du patient HM, bien qu'ayant perdu la capacité de former de nouveaux souvenirs en théorie, lorsqu'une nouvelle lui était répétée en boucle, ou possédait une charge émotionnelle forte, comme par exemple le décès de ses parents, il arrivait à se rappeler de ces informations. Et ça, selon les médecins, c'était notamment dû au fait que l'émotion et la répétition permettraient d'utiliser d'autres structures du cerveau pour mieux mémoriser ces données. Et évidemment que dans Severance, on retrouve cette idée. Les travailleurs dissociés n'ont ni passé, ni continuité d'eux-mêmes. Mais ils ressentent encore l'écho de quelque chose de plus grand. Lini de Mark ressentait la mélancolie en lui à ses débuts chez Lumon, et Irving avait naturellement une attirance pour l'art, et plus particulièrement la peinture. Bref, si la mémoire n'est pas le fondement de l'identité, elle reste quand même l'outil le plus puissant pour la contrôler. Et même si l'identité ne se limite pas à un ensemble de souvenirs, changer nos souvenirs peut en partie changer qui nous sommes. Mais dans cette notion de contrôle, j'aimerais pousser le curseur de la pseudo-intellectualisation un peu plus loin et parler de ce qui semble être la chose au-delà de la mémoire qui permet de contrôler l'identité d'une personne, ou en tout cas son rapport à l'environnement. Je parle de l'espace. Si tu as vu la série, ou même si ce n'est pas le cas, mais que tu as pu au moins apercevoir quelques extraits, une chose a dû normalement te frapper, c'est à quel point les bureaux de Lumon, et même tous les autres lieux dans la série, sont étranges. Que ce soit à travers ces couloirs blancs interminables, le fait que les salles soient sans fenêtres, les rues qui semblent toutes vides, ou même le parking devant Lumon, avec des voitures garées, mais pourtant absolument personne, tout paraît inhumain et nous fait nous sentir petits, voire impuissants. Mais tu te doutes bien évidemment que ce n'est pas un hasard. Il existe d'ailleurs un terme pour ce genre d'endroit, les liminal space. Tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est cette étrange sensation d'être dans une sorte d'entre-deux. Si je te disais d'imaginer une salle de classe de ton enfance à l'école primaire, tu l'imaginerais généralement ensoleillée, avec de la vie autour, comme d'autres enfants travaillant à leur bureau, ou au moins la présence de cartables à chaque coin de table. C'est l'état dans lequel une salle de classe est la plus fréquemment observée. Et maintenant, si tu t'infiltrais dans ton école pendant la nuit et que tu voyais tout complètement vide, ça te donnerait une impression étrange, comme si tout d'un coup, son usage avait été dérobé et ce n'était juste plus qu'une pièce, mais en même temps pas vraiment, car tout semble bizarrement étranger et énigmatique, comme une architecture sans but, comme un autre monde. Cet état de transition est ce qu'on appelle un liminal space, et ça peut aussi bien être par exemple un aéroport désert à 3h du matin, un supermarché abandonné, voire des bureaux vides. Bref, des lieux qui semblent hors du temps. Et ces liminal space affectent le cerveau. Rien qu'en regardant une image, ils peuvent te rendre anxieux ou alors t'apaiser. Ça dépend vraiment de toi. Mais généralement, ils effacent les repères et font nous sentir perdus, détachés de tout ce qu'on trouve familier. En gros, ils donnent l'illusion que rien d'autre n'existe en dehors de cet espace, comme si, à l'intérieur de ces lieux, tu n'étais rien. Exactement comme là où travaillent et vivent les Innis. Que ce soit la répétition infinie des couloirs blancs, qui sont un vrai labyrinthe, les bureaux où on ressent un immense vide, et les néons blancs aveuglants qui peuvent même rappeler les white rooms aliénantes qui font perdre toute notion du temps, l'environnement physique renforce la séparation psychologique. Il les maintient piégés dans le présent, un monde où il est difficile de se projeter et de créer une identité vis-à-vis de son avenir, une sorte de lieu éternel, sans ciel ni soleil, où on ne sait évidemment pas s'il fait jour ou nuit dehors, ou même s'il y a un monde à l'extérieur. La seule certitude, c'est qu'un départ à la retraite ou un renvoi va littéralement signifier de ne plus exister, et pour un Ini, ne plus exister, c'est donc mourir. Et voici la partie intéressante, ce que je viens de décrire, en tout cas en partie, n'est pas juste de la fiction. Dans le monde réel, les entreprises utilisent l'espace pour influencer le comportement. Les open space ont été par exemple conçus pour augmenter la surveillance, tout en prétendant favoriser la collaboration. Les casinos sont construits comme des labyrinthes, sans fenêtres ni horloge, pour que tu puisses perdre toute notion du temps. Ou encore, les supermarchés organisent évidemment leurs allées et leurs éclairages pour orienter tes déplacements et tes décisions. Même les prisons, les hôpitaux et les écoles sont pensés de cette manière. Parce qu'une chose dont on ne se rend pas forcément compte au quotidien, c'est comment l'espace
dictent le comportement et indirectement notre identité. La disposition d'une pièce, l'architecture d'un couloir et même l'intensité de la lumière, tout ça, ça va façonner subtilement la façon dont on va penser, ressentir et agir. Un espace, c'est jamais neutre et ça reste un outil comme un moyen de suggérer et de contrôler discrètement. Dans la série, on ne parle pas uniquement de la perte de mémoire et d'identité, mais une autre chose bien réelle qu'on confronte au quotidien, la perte d'autonomie. Parce que si l'on peut être façonné par les lieux que l'on habite, et si on peut être modelé par des forces que l'on ne perçoit même pas, alors à quel point ce qu'on appelle nous-mêmes nous appartient-il vraiment ? Finalement, si notre identité était uniquement une histoire que l'on se raconte, alors sans mémoire, il ne resterait rien. Mais Severance nous montre que bien sûr ce n'est pas si simple. Les Innis naissent sans passé et pourtant ils ne sont pas vides. Quelque chose en eux existe en dehors du souvenir. Et dans notre réalité, c'est confirmé par les neurosciences et des cas comme le patient HM. Tout ça pour dire que sans mémoire, on n'est pas rien. On reste un ensemble d'instincts et de processus inconscients qui continuent à fonctionner même sans passer pour les guider. Mais évidemment qu'on est aussi quelqu'un d'incomplet, un être sans racines. Toutefois, à titre personnel, je pense que la vraie question est peut-être la véritable angoisse soulevée par Severance n'est pas simplement à propos de ce qui arrive lorsqu'on perd ses souvenirs, mais aussi de voir ce qui arrive lorsque qui nous sommes est façonné sans notre consentement. On aime croire que notre identité est une structure stable, un noyau central qui évolue à travers nos choix et nos expériences, et que malgré les changements, quelque chose d'essentiel en nous demeure intact. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce que nous sommes était moins une construction volontaire qu'un produit des contraintes qui nous entourent, au-delà évidemment de la simple éducation qu'on a reçue enfant. Et même, dans quelle mesure as-tu réellement eu le choix de devenir qui tu es ? Mark S. est né à Lumon, sans souvenir, mais pas sans personnalité. Quelque chose en lui existait déjà, et pourtant, tout ce qui est arrivé depuis, chaque interaction, chaque expérience et même l'espace dans lequel il évolue, a façonné la personne qu'il est maintenant. Alors dans ce cas, peut-être que l'identité fonctionne comme une architecture. Peut-être que l'infrastructure, c'est ton tempérament, tes prédispositions biologiques, bref, ce socle inné qui oriente ta façon de réagir au monde. Ta superstructure, c'est tes souvenirs, ton vécu, ce qui te donne une histoire et une continuité. Et l'environnement, l'espace où tu existes, agit comme un sculpteur invisible, façonnant ce que tu deviens, que tu le veuilles ou non. On est donc quelqu'un, même sans mémoire, mais un quelqu'un de malléable, plus que vulnérable à l'influence du monde qui l'entoure. Une conscience qui existe, mais dont l'histoire dépend entièrement de ceux qui s'en occupent, et ça, indépendamment de toi. Bon, sinon j'aimerais revenir en vitesse sur des choses que j'aime dans cette série et qui font que je vous la conseille du fond du cœur. Que ce soit le générique psychédélique barré qui permet d'alimenter les meilleures théories sur certains forums, les plans de caméra ou façons de filmer qui sont parfois juste totalement époustouflants, sans mentionner les jeux avec la couleur, les acteurs qui sont bluffants, et l'histoire et les thèmes abordés, où on peut à la fois se retrouver sur certains aspects et aussi simplement profiter du mystère ou juste de l'ambiance unique avec les musiques. Bref, je pense sincèrement que la série mérite d'être regardée, rien que pour le postulat de départ. Sur ce, bonne crise existentielle. Salut. Our job is to taste free air. Your so-called boss may own the clock that taunts you from the wall, but my friends, the hour is yours.